Elle était jeune, elle était belle, et en proie à de graves ennuis judiciaires. The 20-year-old from Seattle sits in this Italian jail, a prime suspect in the mysterious death of her roommate. L'exemple type de l'américaine accro aux stéroïdes. Amanda Knox est-elle une traînée ou une sainte? J'avais une vie sexuelle bien remplie, mais aucune déviance. Est-elle coupable de faits? Ou seulement aux yeux de la presse? S'ils avaient raison, les journaux tenaient là une histoire très vendeuse. C'était salace, fascinant. Plus c'était croustillant, mieux c'était. C'est un spectacle médiatique qui a tenu en haleine les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Italie, et qui a déclenché une polémique qui n'est pas prête de désenfler. Il y a quelque chose dans son regard qui fait qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir avec elle. Je regrette tellement de ne pas leur avoir tenu tête. Le procès d'Amanda Knox. Pérouse en Italie. Une charmante petite ville de montagne réputée dans le monde entier pour ses chocolats. Et dans les milieux estudiantins internationaux pour ses fêtes endiablées où se mêlent sexe, drogue et rock'n'roll. Pour le touriste américain moyen, c'est une ville de moyenne montagne idyllique. C'est très riche sur le plan artistique et il y a des églises à chaque coin de rue. Mais si vous passez un peu de temps et que vous êtes capable de lire l'italien, vous allez vite vous rendre compte que la drogue et la violence entre gangs sont omniprésentes dans les journaux. En apparence, tout était calme et tranquille. C'était une charmante petite ville italienne, montagneuse en Italie, dans laquelle un meurtre terrible venait d'être commis. Les tabloïds allaient se délecter. Amanda Knox n'aurait jamais imaginé faire un jour la une de la presse à scandale. La jeune fille de 20 ans est arrivée à Pérouse en 2007 pour réaliser son rêve de partir étudier 1 an en Italie. Elle était en premier cycle à l'université de Washington. Comme elle était douée pour les langues, elle avait décidé de partir à l'étranger pour sa 3e année. Elle s'était inscrite à l'université de Pérouse dans un programme pour étrangers. On y enseigne l'italien aux étudiants étrangers et elle a une très bonne réputation. Elle avait trouvé une petite colocation à 3 dans une maison de la ville. 2 de ses colocataires sont italiennes. L'une est décrite par Amanda comme une originale et la deuxième comme une sorte de hippie. Sa 3e colocataire est une jeune étudiante britannique de 21 ans, Meredith Karcher. Amanda lui trouve une beauté exotique et un côté sympathique. À côté d'Amanda, les 3 jeunes filles paraissent presque réservées. Amanda vient de Seattle. Déjà à Seattle, elle était vue comme quelqu'un d'excentrique, dans une ville qui est pourtant connue pour ses extravagances. En Italie, la manière dont vous vous comportez et l'image que vous donnez aux autres est extrêmement importante. Or, elle, c'était l'insouciance faite femme. Elle donnait l'impression de se foutre de tout et de tout le monde. Et elle n'hésitait pas à le revendiquer. Le problème, c'est qu'en Italie, ça passe mal. Surtout quand on est une jeune femme. Dernières arrivées et benjamines de la colocation, Amanda et Meredith partagent les mêmes centres d'intérêt. Elles partagent aussi une des 2 salles de bain de la maison. Elles ne vont se connaître que 6 semaines. C'est tellement triste. D'après tout le monde, c'était une personne merveilleuse. Une fille très intelligente, talentueuse, très appréciée. Meredith Karcher était plus sérieuse. Elle était anglaise, elle était plus fine. Elle faisait partie d'un groupe d'étudiants qui se fréquentaient déjà à l'université de Leeds. Donc sa situation était beaucoup plus confortable. Amanda était comme un loup solitaire. Elle allait et venait en choisissant ses proies masculines. Grâce à sa bonne humeur et à sa beauté rafraîchissante, Amanda décroche un emploi à mi-temps. Elle a été embauchée comme serveuse dans un bar appartenant à un immigré italien d'origine africaine, un certain Patrick Lumumba. Il l'a engagée parce qu'elle était américaine et jolie, et parce qu'il espérait qu'elle attirerait dans son bar plus de clients masculins. Le premier jour férié du semestre est le 1er novembre, jour de la Toussaint. En Italie, la Toussaint est une fête sacrée où les familles rendent hommage à leurs ancêtres. Mais pour les étudiants étrangers, tels qu'Amanda Knox et Meredith Karcher, c'est une occasion de faire la fête comme pour Halloween. Amanda et Meredith ont la maison pour elles seules.
leurs colocataires italiennes sont absentes pour la nuit. Amanda vient d'entamer une relation avec un jeune étudiant, Raffaele Solecito, qu'elle a rencontré une semaine plus tôt. Raffaele Solecito était amoureux d'elle comme on peut l'être à 23 ans. Ils se sont rencontrés à un concert de musique classique, mais ça, on n'en parlait pas. On préférait la décrire comme une diablesse dévergondée et une nymphomane. Depuis une semaine, ils passent toute leur nuit ensemble, pris dans un tourbillon amoureux. Jusqu'à ce fameux matin du 2 novembre 2007. Après avoir passé une nouvelle nuit chez Raffaele, Amanda retourne à la maison tôt le matin. Selon elle, elle ignorait totalement que Meredith Kercher gisait morte dans sa chambre. On lui a tranché la gorge et elle a été agressée sexuellement. Le lendemain du meurtre, Amanda Knox est rentrée chez elle pour se doucher. Elle avait l'habitude de faire ça parce que la douche de Raffaele était pleine de moisissures, comme souvent avec les garçons. Donc elle est rentrée se doucher et se changer. Elle a effectivement remarqué 2-3 choses étranges dans la maison. Mais étant un peu fofolle elle-même, ça ne l'a pas interpellée. Elle a d'abord remarqué des gouttes de sang dans le lavabo ainsi qu'une tache ressemblant à du sang sur le tapis de bain bleu quand elle est sortie de la douche. Elle a pensé que Meredith avait peut-être ses règles et qu'elle avait perdu un peu de sang. D'ailleurs, ça pouvait aussi venir de ses propres oreilles. Amanda Knox s'était fait faire 11 piercings cette semaine-là. Elle est allée dans l'autre salle de bain, pas celle qu'elle utilisait au quotidien, l'autre, pour prendre un sèche-cheveux. À ce stade, l'histoire d'Amanda prend un tour étrange. Là, elle a vu des excréments dans la cuvette. Elle a trouvé ça dégoûtant et surprenant parce que la maison était propre. Les 2 filles qui utilisaient cette salle de bain étaient particulièrement maniaques. Elle n'a donc pas compris qu'elle n'ait pas tiré la chasse. Ça l'a un peu agacée et elle a laissé les toilettes comme ça. Elle est retournée chez Raffaele prendre le petit déjeuner. C'est difficile à comprendre pour beaucoup de gens, mais elle était jeune et innocente, voire naïve. De son propre aveu, c'était stupide, mais la stupidité n'est pas un crime. Amanda essaie plusieurs fois de joindre Meredith au téléphone avant de rentrer chez elle en compagnie de Raffaele. Par une étrange coïncidence, la police arrive peu après eux. Elle enquête sur le vol de 2 téléphones mobiles enregistrés au nom des colocataires d'Amanda. En entrant à l'intérieur, ils constatent d'abord que la porte de Meredith est fermée à clé. Elle ne répond pas. Ils ouvrent la porte d'une des 2 autres colocataires et trouvent une pièce en grand désordre avec un carreau cassé à la fenêtre et du verre partout. Des vêtements sont éparpillés au sol, les tiroirs sont ouverts. À l'évidence, quelqu'un est entré dans la maison. Du coup, tout le monde commence à s'inquiéter que la porte de Meredith soit fermée à clé. Mais personne ne pouvait s'imaginer tomber sur un tel spectacle. C'est une véritable boucherie qu'ils découvrent. Elle gisait au sol, recouverte par un duvet. Son pied dépassait et il y avait du sang partout. Sur le mur, sur l'armoire, partout. La maison est mise sous scellé. Amanda et Raffaele restent dehors. Leur comportement éveille rapidement la curiosité de la police. Le corps de Meredith Kercher venait d'être découvert dans la maison. Et eux attendaient là et se consolaient mutuellement. Les caméras ont commencé à les filmer. Ils ne le savaient pas et se sont embrassés. 3 petits bisous. Pendant que la police collecte les indices, le responsable de l'enquête arrive sur les lieux. Son nom, Giuliano Minini. Ce qui est difficilement compréhensible pour beaucoup, c'est que Giuliano Minini est à la fois enquêteur et procureur. Il contrôle ce que fait la police. Minini, catholique très pratiquant, est connu pour être un procureur très dur et très ferme. C'est un fervent catholique. Il est convaincu qu'il y a dans sa ville des gens qui pratiquent des sacrifices rituels et que le fait que cela se soit produit à la nuit de la Toussaint n'est pas une coïncidence, qu'il s'agit d'un rituel satanique. On disait, c'est tous les jours Halloween avec Minini. Tous les jours, Satan est à l'œuvre, les sorcières. Il voyait toujours le côté satanique dans ce genre d'affaires et ça venait grandement polluer l'enquête. Giuliano Minini et la police ne croient pas à l'histoire d'Amanda, qui comporte trop de zones d'ombre à leurs yeux. Avait-elle l'opportunité de commettre ce meurtre? Oui, mais pour ce qui est du mobile... Giuliano Minini est le genre de personne capable d'arriver sur une scène de crime et d'imaginer immédiatement une orgie à 4 devant le cadavre d'une jolie Anglaise baignant dans son sang. Les premières questions qui s'imposent à l'esprit de Minini sont les suivantes. Meredith est-elle morte entre les mains d'Amanda Knox et de son petit ami? Et comment?
Mais en réalité, à l'évidence, peu lui importe les réponses. L'idée que ce meurtre cachait quelque chose d'autre était omniprésente sans que les gens ne puissent dire quoi exactement. Amanda faisait un bouc émissaire parfait, en quelque sorte. Les enquêteurs décortiquent tout. Ils ont fait appel à des experts médico-légaux, à des criminologues. Pour la presse, tant aux États-Unis qu'en Italie, ce n'est pas l'affaire de l'année, c'est l'affaire du siècle. Dans l'affaire Amanda Knox, il y avait de quoi satisfaire tout le monde. Sexe, drogue, complot international et même satanisme pour le procureur. La presse italienne a dressé un portrait inventé de toutes pièces de cette jeune américaine. Celui d'une jeune américaine nymphomane, une enfant gâtée, élevée par des parents riches, avec un visage d'ange. Elle avait la faculté troublante de regarder droit dans la caméra, même si la photo était prise par un paparazzi. Il y avait une telle intensité dans son regard que ça donnait des images glaçantes. Je préférais 10 000 fois ne montrer aucune émotion que de passer pour une petite intrigante manipulatrice. Un carreau de fenêtre cassé, une porte d'entrée non verrouillée, une victime mutilée. L'étudiante britannique Meredith Karcher a été sauvagement tuée après avoir été agressée sexuellement dans sa propre chambre. La nouvelle du meurtre se répand dans Pérouse. Au fur et à mesure que la population entendait parler du meurtre, on voyait des étudiants quitter la ville terrorisés à l'idée qu'un tueur en série puisse rôder dans leur milieu. Sur les lieux du meurtre, tandis que les enquêteurs travaillent sur la scène de crime, la colocataire de Meredith, Amanda Knox, et son petit ami depuis une semaine, Raffaele Stolecito, attendent dehors l'air peu affecté. La police commence à les soupçonner d'être mêlés au meurtre, en partie à cause d'un baiser échangé qui fera le tour du monde. Ce baiser a été immortalisé par une caméra. On leur a ensuite reproché d'avoir eu un comportement totalement déplacé au vu des circonstances. Sa maison étant désormais sous scellé, Amanda emménage chez Raffaele. La police les surveille étroitement. Dans le même temps, le procureur, Giuliano Minini, se forge une opinion précise sur les déroulements du crime. Raffaele, naïf et désireux de plaire, aurait été comme hypnotisé par une tentatrice américaine délurée, qui faisait peut-être partie d'une secte satanique secrète. Les enquêteurs commencent à interroger des témoins potentiels. Ils ont demandé à toutes les personnes qui habitaient cette maison de venir déposer au commissariat. Toutes les occupantes italiennes de la maison se sont rendues au poste, accompagnées par des adultes, parents, professeurs, avocats. Dans le système judiciaire italien, comme dans le système judiciaire américain, si la police vous convoque, il est plus judicieux d'appeler un avocat. Raffaele Stolecito ne voyait pas ce qu'il risquait. Il avait simplement accompagné Amanda à sa demande parce qu'elle était contrariée et voulait voir ce qu'il se passait. Comme Raffaele, Amanda arrive au poste sans personne pour la conseiller. Aussi excentrique soit-elle, pour Minini, elle est surtout narcissique. Il la considère comme le diable au féminin. Elle semble même prendre des poses suggestives devant les policiers en faisant quelques étirements de yoga. Au poste de police, pendant qu'ils attendaient, Amanda a fait quelques grands écarts. Les médias en ont fait des gorges chaudes. Elle a peut-être fait aussi d'autres mouvements de yoga. En tout cas, Raffaele a vu Amanda faire des choses qu'il a trouvées étranges. Par exemple, elle s'accrochait à lui comme un koala. Ça l'a mis un peu mal à l'aise. Pour Raffaele, les choses se gâtent durant son interrogatoire. C'est en sous-estimant le sérieux d'une enquête pour meurtre que Raffaele s'est mis dans le pétrin. Il n'a pas compris qu'il devait être totalement transparent sur ce qu'il avait fait, ce qu'il avait vu, où il était. Il ne se rappelait plus quand il avait fait quoi. Il avait dîné, fumé un joint, vu Amanda, mais il mélangeait tous les soirs de la semaine. Quand les policiers lui ont demandé, il a eu d'énormes difficultés à se souvenir si elle était allée travailler ce soir-là ou non. Ils ont pris sa déposition, lui ont fait signer et l'ont ensuite apportée à Amanda en lui disant que son petit ami avait témoigné contre elle et qu'il leur avait dit qu'elle était sortie. Amanda ne maîtrise pas parfaitement l'italien. Durant son interrogatoire, la police l'a fait revenir sur ses premières déclarations et avouer qu'elle n'a pas passé toute la nuit avec Raffaele. Cet interrogatoire a duré toute la nuit, sans qu'on lui donne ni à boire ni à manger. On ne lui a même pas permis d'aller aux toilettes. On lui a présenté les choses de cette façon. Imagine, si tu avais été là, qu'aurais-tu vu ou entendu? Elle a dit, comme chacun sait, je me suis bouché les oreilles après avoir entendu un cri. Amanda aura beau dire qu'elle faisait là une hypothèse, ses paroles sont prises au premier degré. La police m'a accusé de connaître le meurtrier.
Ils ont dit que je devais forcément connaître son nom, que je ne disais pas la vérité, que je devais être amnésique et qu'il fallait que je retrouve la mémoire. Contre toute attente, Amanda décide tout à coup de changer de version. Elle affirme maintenant s'être trouvée dans la maison au moment du meurtre. Elle implique un nouveau suspect, le patron du bar où elle travaille, Patrick Lumumba. Ils ont dit à Amanda Knox qu'ils avaient la preuve irréfutable de sa présence sur la scène de crime et qu'elle avait quitté l'appartement pour rejoindre Patrick Lumumba. Ils avaient son téléphone mobile et ils ont vu qu'elle avait envoyé un texto à Patrick Lumumba, son patron. Le message disait « à plus tard ». Ils en ont conclu qu'elle avait rendez-vous avec lui. C'était son dernier message avant que son téléphone n'arrête d'émettre pendant le reste de la nuit. Amanda Knox a effectivement dit qu'elle était là, mais dans la cuisine. Elle a entendu Patrick assassiner Meredith, elle a entendu Meredith crier, mais sa déclaration est extrêmement brouillonne, extrêmement bizarre. Elle a dit « je me souviens qu'il a fait tout ça, mais c'est très confus ». Et elle a raconté que la police lui avait demandé d'imaginer différents scénarios possibles, et c'était l'un d'entre eux. Ils lui ont quasiment mis les mots dans la bouche pour la faire avouer. Ils ont écrit ce témoignage à sa place, et elle n'a fait que le signer. Ce témoignage dit « Je me revois dans la maison avec Lumumba. Il est dans l'autre pièce, et j'entends Meredith qui se met à hurler. » Bien qu'Amanda n'ait pas avoué directement le meurtre, la police s'empresse de clamer qu'elle tient les assassins. Amanda Knox, Raffaele Sollecito et Patrick Lumumba. Amanda Knox et Raffaele Sollecito sont déjà en détention. La police ne perd pas de temps et arrête Patrick Lumumba. Ils l'ont traîné hors de chez lui et l'ont jeté en prison. Il leur a dit non, je n'étais pas là-bas. J'étais dans mon bar, quelqu'un pourrait vous le confirmer. Ils sont allés voir son alibi, un prof de français, je crois, qui leur a effectivement confirmé qu'il était avec lui cette nuit-là. Qu'à 21h, il n'était en train de tuer personne, il lui servait simplement à boire. Ils ne l'ont pas relâché pour autant. Pendant que le procureur monte son dossier, la presse s'en donne à cœur joie. Elle fouille dans la vie des accusés. Dès le départ, je dirais que les tabloïds britanniques ont été les pires. Ils imprimaient tout ce que le procureur racontait. Or, il tenait des propos terribles sur Amanda, uniquement à charge. Elle était dépeinte comme le mal incarné, comme un être abject, en qui la jeune et jolie colocataire avait toute confiance, et il prétendait qu'elle avait incité ces deux hommes à la tuer pour elle. J'avais une vie sexuelle bien remplie, mais aucune déviance. Mais comme j'étais plutôt active sur le plan sexuel, pour eux, ça revenait à dire que j'étais déviante. Maintenant qu'il a mis ses 3 meurtriers derrière les barreaux, Giuliano Minini va se servir de la presse pour marquer des points au procès. La presse italienne n'a aucune limite. Ce n'est pas un hasard si le mot paparazzi vient de là. Dans l'affaire Amanda Knox, les médias ont exercé un pouvoir destructeur. Une fois que le procès a démarré, ça n'a plus arrêté. On a tous entendu parler de cette affaire en allumant la télévision. Tout se mélange dans ma tête. Cet incident m'a beaucoup perturbé. Et tout ce qu'on a vu, c'est une étudiante américaine, menotte au poignet et victime d'un véritable lynchage médiatique. C'était choquant comme image. Et elle s'est vite propagée. Le sentiment à son égard aurait-il été différent si elle avait été laide? Il ne faut pas oublier que la première victime dans cette affaire, c'est Meredith Karcher, et que sa famille porte toujours son deuil. Mais pour les journaux à scandale, cette affaire, ce n'est pas l'affaire Meredith Karcher, mais bien l'affaire Amanda Knox. Dans l'affaire Amanda Knox, les médias ont joué un rôle déterminant. Elle a occupé une place énorme dans tous les médias italiens. Elle était présentée comme une sorte de démon du sexe. C'était la petite américaine venue commettre un crime odieux sur leur sol national. Mais certains commencent à mettre en doute la version des faits présentée par le procureur. En Italie, vous ne pouvez pas aller au greffe du tribunal et demander l'intégralité des pièces de la procédure. Là-bas, les avocats concernés et éventuellement la police communiquent aux journalistes, qui sont dans leurs petits souliers, uniquement les éléments qu'ils veulent bien donner. Face aux ennuis judiciaires d'Amanda, sa mère arrive en Italie, bien décidée à changer l'image publique de sa fille. Elle est innocente, c'est très dur pour elle. Mais il n'y a aucune preuve qui relie Raffaele ou Amanda à ce crime.
Elle m'a raconté ce qui s'était passé dans la salle d'interrogatoire. Elle m'a juré qu'il n'avait jamais avoué quoi que ce soit. Ils lui ont demandé d'imaginer ce qui avait pu se passer. Elle sait aujourd'hui que c'était une tactique de leur part. Il faisait une fixation sur l'idée que j'avais dû rencontrer Patrick. Alors j'ai dit « Patrick ». À partir de là, ils ont construit tout un scénario dans lequel j'aurais vu Patrick là-bas et que j'aurais entendu Meredith hurler. J'ai fini par signer pour que ça s'arrête. Je crois qu'ils lui ont dit « Vous connaissez un homme noir ici ?» et elle a répondu « Patrick ». Contrairement à ce qu'on répète partout, elle n'a pas dit « C'est lui, arrêtez-le », c'est lui le meurtrier. Quand les résultats de l'analyse des empreintes tombent, l'enquête rebondit. Il y avait bien un homme d'origine africaine sur les lieux du crime, mais ce n'était pas Patrick Lumumba. Quand vous êtes immigré, vous devez pointer au commissariat, une fois par an, je crois. Vous êtes considéré comme un invité sur le territoire et surtout, la police a vos empreintes. Ces empreintes étaient dans le fichier de la police. Elles appartenaient à un certain Rudy Guedet, un immigré africain de deuxième génération. Rudy Guedet est un marginal originaire de Côte d'Ivoire. Il traîne souvent dans les fêtes étudiantes et est suspecté de plusieurs délits récents dans la région de Pérouse. Rudy Guedet était connu pour des agressions au couteau et des effractions. Il a laissé des traces de sang partout sur la scène de crime. Il a laissé ses excréments dans les toilettes et même si l'ADN se dégrade rapidement, il y en avait également dedans. Son sang et ses empreintes étaient sur le sac à main. Il y avait une empreinte ensanglantée sur le mur de la chambre. Il a peut-être été surpris. En tout cas, je ne sais pas pourquoi il est parti et il n'est pas allé au bout du viol. Elle portait un tampon, c'est peut-être l'explication. Rudy Guedet a quitté l'Italie pour l'Allemagne. Il a confié à un ami qu'il était bien avec Meredith ce soir-là, mais a prétendu ne pas l'avoir tuée. Son lien avec Amanda, Raffaele et Meredith est pour le moins ténu. Il n'y a pas de certitude sur le fait qu'il connaissait Amanda et Meredith. Amanda a dit le connaître de vue, sans savoir son nom. Raffaele n'avait jamais rencontré Rudy Guedet. Il ne savait rien de lui. En quelques jours, la police va chercher Guedet en Allemagne et le ramène en Italie. Avec l'arrestation de Rudy Guedet en Allemagne et son extradition vers l'Italie, on a pensé que ce n'était plus qu'une question de jours. Tout pointait dans sa direction. Il avait même un mobile. Il avait reconnu dans sa déposition qu'il était bien sur les lieux, qu'il savait qui était Amanda et qu'elle n'était pas présente, qu'il n'y avait jamais rencontré son petit ami. Tout le monde a pensé « Alléluia ». Ils ont relâché Lumumba avec un simple « Désolé, on s'est trompé de noir ». Patrick Lumumba est libéré de prison, mais les dégâts sont faits. Sa réputation est ruinée à cause des accusations d'Amanda. Si je pouvais, je retirerais tout ce que j'ai dit durant mon interrogatoire. Quand j'y repense, quand je repense aux conséquences, à tout ce qui s'est passé après ça, je regrette tellement, je regrette terriblement de ne pas leur avoir tenu tête. Malgré cela, le procureur Giuliano Minini ne change pas de position. Pour lui, Amanda leur a simplement désigné le mauvais homme. Il est toujours persuadé que le meurtre est le résultat d'une orgie sexuelle qui a mal tourné et qu'Amanda en est la protagoniste centrale. Les enquêteurs ont cherché à en savoir plus sur ses conquêtes et sur ses pratiques sexuelles, parce que c'était l'élément central de leur dossier. Ils lui ont fait prélever un échantillon de sang par le médecin de la prison. Ensuite, ils l'ont appelée pour lui annoncer « Désolé, vous êtes séropositive ». Elle a dû dresser une liste de tous les hommes avec lesquels elle avait eu des rapports sexuels. Ça faisait 7 noms. 2 semaines plus tard, ils lui ont dit « Oh, désolé, on s'est trompé, vous n'êtes pas séropositive ». Mais entre-temps, ils avaient communiqué la liste de ses partenaires sexuels à la presse. Oser se servir d'une fausse information de cette nature, qui relève de son intimité la plus profonde, et la faire fuiter dans les médias pour ajouter encore un peu au sensationnalisme de l'affaire, c'est vraiment inimaginable. Nous essayons de faire bonne figure et de nous dire que ça va aller. On lui dit ça tout le temps. Ça prend bien plus de temps qu'on pensait au départ. Mais elle finira par sortir de cet enfer. J'ai regardé tous les éléments du dossier, y compris le DVD de la scène de crime, ses prétendus aveux, ses relevés bancaires, ses factures téléphoniques. J'ai tout lu et j'en suis sorti convaincu qu'elle était innocente. Si les preuves accréditent la thèse de la seule culpabilité de Rudy Guedet, le procureur va-t-il s'obstiner à poursuivre Amanda Knox pour un meurtre qu'elle n'a pas commis ? Si l'affaire Amanda Knox avait été jugée en Amérique, ce procès aurait été celui de Rudy Guedet. Point final.
L'ADN est une preuve redoutable, mais s'il n'est pas bien manipulé ou contaminé, vous pouvez jeter votre preuve à la poubelle. Elle ne vaut rien. Leur technique d'enquête était consternante. Une fois que la machine est lancée, c'est très difficile de l'arrêter. Je n'avais pas de lanière de cuir et de fouet. 14 mois se sont écoulés depuis le meurtre de Meredith Kercher. 14 mois qu'Amanda Knox et Raffaele Solicito sont en prison dans l'attente de leur procès. Pour la jeune femme, les spécificités du système judiciaire italien lui compliquent sérieusement la tâche. Les jurys italiens fonctionnent différemment des nôtres. Le juge fait partie du jury. Il le guide même dans sa décision. En Italie, ils prennent leur temps. Un procès peut commencer, être ajourné pendant 2 semaines, reprendre pour une journée de témoignage, puis être ajourné de nouveau pendant encore plus longtemps, ce qui fait que le suspense reste entier pendant des mois. Avant de passer à Amanda et Raffaele, la cour italienne s'occupe d'abord du 3e suspect dans cette affaire, Rudy Guedet, qui a choisi de plaider coupable. Dans le cas de Rudy Guedet, ils avaient des preuves solides contre lui. Ils avaient son ADN non seulement sur le corps de la victime, mais aussi en elle. C'était donc gagné d'avance. Et pour ma part, si le dossier Rudy Guedet avait été porté devant la justice américaine, je soupçonne qu'il n'aurait même jamais été question d'Amanda ou de Raffaele. L'affaire aurait commencé et se serait arrêtée avec lui. Pour le procureur, ce procès rapide est également une aubaine. Le procureur était convaincu que Rudy Guedet n'était pas la seule personne impliquée. Il se disait que Rudy condamné, il serait plus enclin à coopérer et à témoigner, surtout si on lui offrait une réduction de peine en échange. Le procès de Rudy Guedet n'est donc qu'un simple avant-goût. Le clou du spectacle est bien entendu le procès d'Amanda Knox. Elle est arrivée devant la première dame française dans un classement des personnalités populaires dans la presse européenne. Vous imaginez ? Amanda Knox plus populaire que Carla Bruni. C'était injuste de voir étaler dans la presse les moindres réactions d'Amanda au cours du procès. C'est pourtant bien ce que certains ont fait. Quand je ne pleurais pas, c'était mal. Quand je souriais, c'était mal aussi. Quand je ne souriais pas, c'était toujours mal. J'étais paralysée par cette dissection en règle. Ce n'était pas très juste. Les défenseurs d'Amanda Knox estiment que son image a été constamment déformée. Même une chose aussi anodine que son pseudo sur les réseaux sociaux Foxy Knoxy est brandi comme une preuve de sa perversité. Ils n'ont pas arrêté d'en parler au procès. Pourquoi Foxy Knoxy? Que signifie ce pseudo? C'était le nom que ses coéquipières lui donnaient au foot à l'école élémentaire. C'était un surnom innocent, personne ne l'appelait plus comme ça à Seattle, personne ne l'appelait comme ça en Italie. Personne n'a dû l'appeler comme ça depuis ses 14 ans. Dans le même temps, les médias ignorent presque Raffaele Solicito. Raffaele était quasiment invisible pour les médias. En tant que petit ami d'Amanda, on supposait qu'il était impliqué. Malgré les accusations du procureur, personne ne s'intéressait à lui. Le procès qui va s'éterniser permettra aux médias d'exploiter au maximum le côté émotionnel. Le procureur Minini, qui est un très bon orateur, se levait et n'avait qu'à dire « Amanda a fait ceci, Amanda a fait cela » pour qu'ils écrivent, comme si ça s'était passé devant leurs yeux. Le système judiciaire italien et les médias sont comme un monstre à 2 têtes. Ils ont tous les deux besoin d'être nourris. Malgré l'avantage qu'il a sur la défense, le procureur manque de preuves concrètes contre Amanda et Raffaele. Ils n'ont pas cessé d'essayer de placer Amanda Knox et Raffaele Solicito dans la pièce où le meurtre a été commis, mais sans aucun succès. Ils s'appuyaient sur 2 prétendues preuves pour tenter de la relier au crime, et aucune des 2 n'était probante. La première est un couteau de cuisine trouvé dans l'appartement de Raffaele. Dans le cas du couteau, les médias n'ont cessé de répéter à tort et à travers qu'il y avait l'ADN de Meredith sur la lame et celui d'Amanda sur le manche. Il n'y avait pas d'ADN de Meredith sur la lame. Si on prenait une cuillère dans votre tiroir de cuisine et qu'on le testait avec leurs moyens, on trouverait aussi de l'ADN de Meredith Kercher dessus. Ce n'était pas scientifique. La deuxième preuve est un soutien-gorge appartenant à Meredith retrouvé sur la scène de crime et sur lequel de l'ADN de Raffaele aurait été découvert.
Ils sont retournés là-bas une quarantaine de jours après les premiers relevés sur la scène de crime pour chercher ce soutien-gorge. Ils ont attendu 6 semaines pour l'analyser. Et sur la scène de crime, ils n'arrêtaient pas de le déplacer dans la pièce, sans changer de gants. La défense essaie de contester les tests ADN effectués sur le couteau et l'agrafe du soutien-gorge. Mais le procureur rétorque que toutes les analyses ont été faites correctement. Le juge le suit et n'autorise aucune contre-expertise. Ils ont refusé que les experts indépendants examinent les preuves scientifiques. Il fallait se contenter de ce que la police voulait bien nous montrer. Pour finir, la thèse présentée par le procureur Mignini était qu'Amanda avait d'une façon ou d'une autre ordonné le meurtre depuis la chambre d'à côté. C'était la seule façon d'expliquer l'absence de traces de son ADN sur la scène de crime si vous considériez qu'elle était impliquée. C'était risible, mais voilà ce à quoi le procureur était réduit. Le procureur a bâti son dossier en se fondant uniquement sur le mauvais caractère présumé d'Amanda Knox sans véritable preuve. Amanda Knox va-t-elle écoper de la prison à vie uniquement parce qu'elle a l'air coupable ? Ils auront beau élaborer toutes les théories qu'ils veulent sur ma personnalité et mon comportement. Il n'y a rien qui me relie à ce meurtre. Je n'étais pas présente sur les lieux. Je n'y étais pas. Plus on en sait sur Amanda Knox et Raffaele Sollecito, moins on peut croire en leur culpabilité. Si vous rencontrez Raffaele Sollecito, vous verrez qu'il est incapable de faire du mal à une mouche. Ça veut dire que j'aurais commis un meurtre sans même être présente sur les lieux du crime. C'est totalement grotesque. Le procès d'Amanda Knox et Raffaele Sollecito va durer près de 12 mois. Le 4 décembre 2009, soit un peu plus de 2 ans après le meurtre de Meredith Kercher, le verdict tombe enfin. La nouvelle vient de tomber. En Italie, Amanda Knox a été déclarée coupable de meurtre. À l'annonce du verdict, plus tôt dans la soirée, l'Américaine de 22 ans aurait éclaté en sanglots. On pouvait entendre les mouches voler dans le tribunal quand le juge annonçait d'une voix monocorde un verdict de culpabilité pour les 2 accusés. Amanda Knox écope de 26 années d'emprisonnement et son ex-amant 25 pour le meurtre de Meredith Kercher. Quand le verdict est tombé, ça a été la fête dans la rue. Les gens sautaient de joie de l'avoir condamnée. Moi, qui suis une Américaine du XXIe siècle et qui était présente au tribunal à l'annonce de sa condamnation, à minuit, par une nuit brumeuse, avec dans la rue une foule d'habitants de la ville réunis qui scandaient « Assassina Americana ». Je crois que je ne verrai jamais plus dans ma vie quelque chose qui se rapproche autant d'un sacrifice rituel païen. Pour le procureur et la famille de Meredith Kercher, justice a été faite. La famille Kercher était convaincue qu'elle avait tué leur fille. Elle était à 100% derrière le procureur italien. Mais d'autres sont indignés par la manipulation des preuves ayant conduit à un tel verdict. Dans n'importe quel tribunal digne de ce nom, que ce soit aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, dans n'importe lequel de ces pays, les analyses ADN présentées auraient été déclarées irrecevables. Il n'y a pas un cheveu d'Amanda Knox dans la pièce. Il n'y a pas une fibre provenant d'Amanda Knox. Aucune trace de sang d'Amanda Knox. Pas d'empreinte, il n'y a rien. Personne ne doute en revanche de la culpabilité de Rudy Guedet. Pourtant, 2 semaines et demie après la fin du procès d'Amanda, de 30 ans de prison, sa peine est réduite à 16. Une coïncidence troublante aux yeux de certains. Les preuves ADN et d'autres preuves scientifiques ne manquaient pas contre Rudy Guedet. Les avocats d'Amanda font appel de sa condamnation et se concentrent sur un objectif, invalider les preuves ADN. Quand le procès en appel s'est ouvert, la tâche paraissait insurmontable. Mais dès le départ, on a senti une tonalité différente. Il était clair que la décision du juge d'autoriser ou non une contre-expertise indépendante des preuves serait cruciale. Le 24 novembre 2010, 11 mois après le verdict de culpabilité, un nouveau procès débute. La défense présente des preuves irréfutables de la culpabilité de Rudy Guedet dans ce crime, basé sur des faits avérés ainsi que son mobile. Rudy Guedet est entré dans la maison par effraction. Il est allé aux toilettes et a laissé son ADN dedans. Il est possible que Meredith soit rentrée chez elle et l'ait surpris. Ou alors il l'attendait.
C'est dur à dire, mais c'est le scénario classique d'un tueur solitaire qui tente de violer une jeune fille, puis de la voler. Si les traces ADN accablent Rudy Guedet, la défense d'Amanda s'attache à convaincre le jury que l'ADN de Meredith prétendument retrouvé sur le couteau ne signifie pas que Raffaele ou Amanda soient coupables. Ils ont fait venir des experts indépendants, consternés par la manière dont l'ADN avait été recueilli et analysé. Ces experts ont dit qu'il y avait eu contamination des preuves. Elles étaient irrecevables car altérées. Ce qui était censé être de l'ADN de Meredith n'était pas de l'ADN. Il n'y avait rien, ce n'était absolument pas son ADN. Pour essayer de réfuter leurs arguments, le procureur a suggéré qu'Amanda avait pu revenir sur les lieux et nettoyer les traces d'ADN. C'est une idée absurde, totalement démente. Ils devaient avoir une vision spéciale qui leur permettait d'identifier l'ADN. J'imagine très bien Amanda et Raffaele entrer, travailler toute la nuit et nettoyer uniquement leur propre ADN en laissant sur place celui de Rudy. Amanda et Raffaele tentent de rester optimistes pour ce deuxième procès. Mais ils ont toujours l'opinion publique contre eux. Et ils ont déjà passé plusieurs années en prison. Il y a des moments où j'ai cru devenir folle en prison. Je me parlais à moi-même, à l'enfant que j'avais été. Quand j'étais seule dans ma cellule, je repensais à mon passé, à tous mes regrets. Dans l'esprit du public, cette affaire, c'est l'affaire Amanda Knox. En réalité, il s'agit du meurtre de Meredith Kercher. Et malheureusement, je crois qu'à cause de sa couverture médiatique, on a tendance à l'oublier. Des millions d'Italiens sont convaincus que cette jeune femme est une meurtrière. Des millions. Je ne crois pas qu'Amanda se soit rendue coupable de meurtre. En revanche, elle s'est rendue coupable de stupidité. Le deuxième procès d'Amanda Knox et Raffaele Sollecito va durer 11 mois au total. Même prononcé en italien, le verdict est clair. Amanda Knox est libre. Knox Amanda is free and Sollecito Raffaele as well. Please. Silence, please. À l'automne 2011, alors que ces jeunes venaient de passer 4 ans en prison, une cour d'appel de Pérouse a fait prendre un nouveau virage à cette affaire en infirmant le premier verdict. Ils ont été libérés et sont rentrés chez eux. Si du côté d'Amanda Knox, de Raffaele Sollecito et de leur famille, l'heure est à la fête, le meurtre de Meredith Kercher n'en demeure pas moins une tragédie. La famille Kercher a payé le prix fort. J'aurais souhaité qu'ils ne croient pas du tout ce que le procureur disait. Parce que le procureur en question a fait une fixation sur une personne. Ils auraient pu commencer à faire leur deuil bien avant si le procureur avait suivi la voie de la raison. Je ne crois pas que le procureur ait jamais reconnu que les preuves à sa disposition permettaient d'établir objectivement qui avait participé au meurtre et qui n'y avait pas participé. Le fait qu'on continue d'écrire dans les journaux que j'ai peut-être quelque chose à voir avec le meurtre, ou peut-être pas, prouve que ce n'est pas encore fini dans la tête de certains. L'idée que quelqu'un sache quelque chose ou ait participé d'une certaine façon à ce qui s'est passé et ne dise rien, ne soit pas tenu pour responsable, ça doit les rendre fous, je m'en rends compte. Mais ce n'est pas. Je ne suis pas responsable de ce qui s'est produit. Je ne suis pas coupable. Je n'étais pas là. Je ne sais rien du tout. On a là une affaire où l'ADN prouve que le meurtrier est en prison. Et pourtant, une partie de l'opinion publique continue de penser que justice n'a pas été faite. Les gens ne comprennent pas que quelqu'un d'autre a déjà été condamné pour ce meurtre et que toutes les preuves désignent Rudy comme le seul tueur. Après son acquittement, Amanda reprend sans attendre l'avion pour les États-Unis. Elle sait qu'elle va devoir affronter la presse, mais ce n'est rien comparé à ce qu'elle a subi en Italie. Quand Amanda est rentrée, elle a été accueillie par une foule immense. Ma famille est tout ce qui compte pour moi pour l'instant. Je veux seulement rentrer chez moi pour être avec elle.
Merci d'avoir été là pour moi. Toutes les chaînes de télé, de radio, la presse écrite, le Seattle Times, ils ont tous signé une lettre commune disant, et je crois qu'il n'y avait pas de précédent, « Nous nous engageons à respecter la vie privée d'Amanda Knox ». Raffaele Sollecito, quant à lui, essaie aussi de passer à autre chose. Je crois que Raffaele ressent une grande amertume face au système judiciaire encore aujourd'hui, à cause du temps que tout ça a pris. Sa grande vertu, c'est qu'il croit en l'innocence d'Amanda et qu'il ne s'est jamais retourné contre elle. Il n'a jamais témoigné contre elle, quoi qu'il lui en ait coûté. Après la libération d'Amanda Knox et Raffaele Sollecito, Raffaele est venu aux États-Unis et il a passé quelques jours avec elle. Leur relation amoureuse appartenait au passé. Ils étaient liés par cette expérience bizarre qu'ils ont traversée tous les deux. Mais ils ne sont plus ensemble. Quelques 5 mois après son retour, Amanda Knox aurait signé un contrat d'édition de 4 millions de dollars pour écrire ses mémoires. Mais son cauchemar n'est pas encore fini. Le 26 mars 2013, 2 mois avant la publication des mémoires d'Amanda, Raffaele et elle reçoivent une nouvelle alarmante. La Cour suprême italienne envisage un 3e procès. Contrairement à ce qui existe dans le système judiciaire américain, en Italie, le procureur peut faire appel d'un acquittement. Et Giuliano Minini n'est apparemment pas bon perdant, surtout quand cela concerne l'affaire de sa carrière. On appelle ça le Minini Express. C'est comme une tornade qui fond sur vous et dont vous n'arrivez pas à sortir. La morale de cette histoire, c'est qu'elle aurait dû demander un avocat ou même monter dans un avion. Elle est restée en Italie volontairement. Si elle avait pris le premier avion, rien de tout cela ne serait arrivé. Qu'Amanda décide de revenir en Italie ou non pour faire face à ses accusateurs, le système judiciaire italien pourrait faire encore traîner les choses pendant des décennies. Et Amanda pourrait ne jamais être définitivement libre. J'ai peur de retourner là-bas. Je ne veux pas retourner en prison. Je ne sais pas combien de temps encore je vais devoir le répéter. Je suis innocente.